Alors, c'est à nous. Geneviève Azam a bien planté les décors. Je pense qu'en parlant surtout de la transition énergétique et écologique. Et maintenant, on va entamer la première de nos deux tables rondes avec Jean-Michel Nolot qui est au milieu, Jean-Louis Bancel qui est à ma droite et Alexandre Nolot qui est tout au fond. Alors, j'ai déjà eu 2 ou 3 questions avant la séance, donc je précise tout de suite qu'il n'y a pas de lien parenté entre vous, c'est un pur hasard. Ça, voilà, c'est un détail, mais ça mérite d'être mentionné. On est plus fort que nos... Ben voilà, j'espère bien, parce que comme vous avez pu constater, la barre a été mise très haut. Donc on compte sur vous pour poursuivre ces échanges. Alors, si vous en êtes d'accord, je voudrais commencer par vous, Jean-Michel Nolot, parce que vous avez eu dans votre vie professionnelle un peu la double casquette, parce que vous êtes un banquier pendant de très nombreuses années, mais vous avez aussi siégé à l'AMF, à l'Autorité des marchés financiers. Et avec ce double regard, peut-être on va maintenant plonger un peu dans le monde de la banque et de la finance, mais en plongeant les décors où on est la finance et la régulation financière sur le point face à la crise climatique. Et qui dit crise climatique, alors tout de suite, on pense effectivement aux outils classiques qui ont été mis en place. Et vous avez souvent écrit, et dans votre livre, Crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien, c'est ça, publié au Seuil 2013, mais aussi sur votre blog et dans vos interventions, vous avez critiqué le système européen des marchés des quotas, et vous avez tout récemment publié une tribune, je pense, avec Jean-Michel Barnier, c'est ça, Michel Barnier, sur la taxe carbone. Alors, est-ce que vous pouvez déjà dire pourquoi vous critiquez ces marchés des quotas, pourquoi, alors que Geneviève Azam a quand même parlé des budgets carbone, donc on aurait pu imaginer que les budgets étaient bien là. Très bien, ça marche. Je vais répondre tout de suite à votre question. Je voudrais juste dire, avant de commencer, que j'ai beaucoup aimé l'exposé de Geneviève Azam, parce que moi, je me fais exactement la même réflexion. La grande différence entre la crise de la finance et puis la crise climatique, qui n'est pas une crise, c'est le côté irréversible. La finance, on peut en parler, en 3 ou 4 ans, on peut changer beaucoup les choses. Beaucoup, beaucoup. Le climat, on sait que si on n'intervient pas suffisamment dans les 10 ans qui viennent, après c'est trop tard. Donc c'est vraiment la différence. D'un côté il y a une crise, de l'autre il y en a pas. Bon, alors j'arrive donc au marché du carbone. Sur la critique du marché du carbone, effectivement, que j'ai connu comme régulateur, un tout petit peu comme banquier, je crois qu'il faut d'abord, pour bien mesurer l'importance du marché du carbone, rappeler d'abord qu'il y a 2 grands outils pour agir contre les émissions de dioxyde de carbone. C'est soit une taxe carbone, soit le marché du carbone. Et que l'objectif, il est double dans chacun des 2 cas. C'est d'envoyer un message très fort aux industriels pour qu'ils réorientent, comme c'était dit tout à l'heure, leurs investissements industriels, qu'ils arrêtent en quelque sorte d'investir dans les centrales à charbon. Et puis deuxièmement, ne l'oublions pas, c'est aussi de dégager les ressources financières. Bon, on évoquait les 100 milliards, entre parenthèses, sur les 100 milliards, on sait qu'il n'y a que 10 milliards dans le fonds vert aujourd'hui. Pour le reste, on additionne toutes sortes de choses, y compris les crédits export. Bon. Alors, le marché du carbone, juste vous rappeler quelques dates, parce que je crois que pour comprendre d'où il vient, c'est important. Je vous rappelle, 1988, c'est la création du GIEC. 90, c'est déjà le premier rapport du GIEC qui annonce un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés à la fin du siècle suivant, si on ne corrige pas la trajectoire. Et 2 ans après, en 92, la Commission européenne et les États européens commencent à travailler sur un projet de taxe carbone ou de taxe énergie. Il y a des subtilités. Bon.
1995, on voit apparaître le premier micro-marché, une micro-expérience aux États-Unis sur le dioxyde de soufre à Chicago. Et puis arrive la conférence de Kyoto. 2 mois avant la conférence de Kyoto, Bill Clinton lance l'idée d'un marché carbone. Entre-temps, il y a eu des études académiques sur un marché carbone. Il y a notamment Jean Tirole, à l'époque, qui a plaidé dans ce sens-là. Bon. Et à la conférence de Kyoto, les États européens se jettent dans la brèche qui a été ouverte de ce marché carbone. Et en 2002, c'est validé. 2005, démarrage du marché. Donc tout ça pour vous dire que, de mon modeste point de vue, ce marché carbone est très lié, c'est absolument indissociable en fait de cette période d'innovation financière absolument extraordinaire, sur laquelle je suis personnellement intarissable, mais les années 90, début des années 2000, tout devait passer par le marché. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça fait 10 ans d'existence du marché carbone européen, entre parenthèses. Il y a quelques marchés régionaux aux États-Unis, enfin il y en a finalement très peu dans le monde, il y en a en Corée du Sud dont on voit que ça ne marche pas. Le marché de dioxyde de soufre dont je parlais, il s'est craché en 2010. Bon. En fait, dès le printemps 2006, on a vu que les prix s'effondraient sur le marché du carbone européen, qui couvre au passage un peu plus de 11 000 sites industriels. Ensuite, les prix ont remonté, il y a eu des fraudes sur des milliards d'euros, j'ai vu, alors là, pour le coup, passer comme régulateur. Et puis, bien qu'on n'avait pas en charge la régulation de ce marché, et puis, depuis la fin 2011, les prix du carbone sont au plus bas. Ils sont entre 3 euros et actuellement 8 euros. Mais ils n'ont pas dépassé ce niveau-là. On sait que pour être efficace, un marché du carbone devrait avoir un prix du carbone. On avait dit en 2009, rapport Kinney, il disait il faut pour 2015 un prix du carbone de 30 euros, 2020 56 euros et 2030 100 euros. Voilà. Donc ça ne sert à rien. La Caisse des dépôts et consignations a sorti un rapport fin 2014 dans lequel il est dit que la contribution depuis 10 ans à la décarbonisation du marché carbone européen est comprise entre 0 et 10%. Il y a 50% pour les énergies renouvelables, 30% pour la crise économique, etc. Bon. Donc vous voyez bien, c'est une manière aimable en fait de dire 0. Et puis la conséquence de ces prix très faibles, c'est qu'en termes de ressources financières, eh bien elles ne sont pas là. Les ressources dégagées par le marché depuis 3 ans, 2 ans, enfin les estimations qu'on peut faire actuellement, mais 2013 c'était 3,6 milliards, on est entre 3 milliards et 5 milliards. Donc c'est très faible. Le rapport, l'excellent rapport là, de Canfin, Grandjean, qui a été remis là, au mois de juin au président de la République, en fait, évoque des montants nécessaires 5 à 10 fois supérieurs. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est une situation donc, qui est assez catastrophique. Alors ce que je voudrais quand même vous dire, juste en un mot, c'est comment ça fonctionne quand même. Parce que que vous soyez matheux ou pas, je ne suis pas du tout matheux, vous allez comprendre que ça ne peut pas marcher. Bon. Vous avez une offre, c'est le plafond qui est planifié sur 15 années. Là jusqu'à présent, la Commission européenne a rendu cette aide publique ses objectifs pour 2030. Donc on planifie l'offre des émissions de carbone. C'est ce qui est autorisé pour les 11 000 sites industriels, qui représentent la moitié des émissions de carbone de l'Union européenne, les sites industriels. Une offre donc très rigide. Vous avez du côté de la demande, au contraire, quelque chose qui est très volatile. Parce que ça varie avec la conjoncture économique, avec le fait d'avoir un hiver froid ou un hiver chaud, hiver chaud 2014, et également les prix relatifs des énergies fossiles. Donc voyez bien, vous avez une demande qui est variable, vous avez une offre qui est rigide, et vous voudriez avoir en face, c'est l'objectif du marché, un prix qui soit stable, parce que sinon vous n'envoyez pas de message aux industriels.
les industriels, ils ne raisonnent pas dans le prix du marché à court terme. Donc, vous voyez bien, il faudrait un prix élevé et stable. Donc, c'est complètement impossible. C'est un petit peu la quadrature du cercle. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Et moi, pour terminer là-dessus, la critique vraiment que je fais, c'est que ces derniers mois, on connaît parfaitement cette situation, mais on ne veut pas l'aborder quand même, alors que la COP21, c'est quand même la France qui préside. Et du coup, la taxe carbone, alors que vous avez proposée, c'est une... Si vous voulez, aujourd'hui, la taxe carbone n'est pas du tout évoquée sur le plan européen, mais pas du tout. Ce qu'on évoque, c'est des réformes du marché carbone. Alors cet été, la Commission européenne qui travaille depuis 2 ou 3 ans là-dessus, il y a eu même des votes négatifs sur cette réforme au Parlement européen, etc. Ça consiste à créer une réserve de stabilité dans laquelle on logerait temporairement, et cette réserve de stabilité, elle n'est pas du tout décidée. C'est-à-dire qu'on envisage de la valider en 2016-2017 pour la créer en 2019, vous voyez bien. Mais on logerait temporairement des surplus de quotas. Et ça ne peut pas marcher. Ce qu'il faudrait, c'est détruire, annuler ces surplus. Tous les experts disent qu'on aura quantité de surplus encore en 2020. Bon. Par ailleurs, vous avez près de la moitié des quotas. Vous avez 40% des quotas programmés jusqu'en 2030 qui sont distribués à titre gratuit. Pour un principe, mais ça ne marche pas, là aussi, il faut lire les études des experts, de la Caisse des dépôts, etc., qui sont là, en principe, c'est des espèces de subventions pour éviter les délocalisations. Mais on sait que ça ne marche pas. J'ai découvert, en allant vraiment fouiller via Internet dans les documents, que ArcelorMittal bénéficiait de quotas gratuits. Mais, franchement, c'est étonnant. Donc, toutes ces réformes-là, il faudrait arrêter les quotas gratuits. Bon, tout ça ne marche pas. Alors, il y a une réforme qui a été faite par les Anglais, qui pourtant sont des grands admirateurs des marchés, depuis 2013, qui ont fixé un prix plancher du carbone. C'est-à-dire, ils ont dit, le marché européen, ça ne va pas, donc nous, on va compléter le prix qui est indiqué par le marché européen. Et aujourd'hui, au Royaume-Uni, ce que payent les industriels de l'électricité, c'est 32 €, c'est pas 8 €. Vous voyez bien. Et pourquoi? Parce que les Anglais, et on le voit bien actuellement avec les accords qu'ils signent avec EDF et les Chinois sur les centrales nucléaires, les Anglais ont décidé vraiment d'arrêter en fait leurs centrales à charbon. Donc ça, c'est une réforme intéressante, mais pour moi, la vraie réforme, c'est effectivement de passer une taxe carbone, parce qu'on connaît très bien, elles sont très bien identifiées, toutes ces émissions de carbone par site industriel. C'est extrêmement facile à décider, et en fait, quand on défend un bien public, ça devrait être la logique. Bon. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui. Non, ce qu'on avait proposé dans cette tribune avec Michel Barnier, là, cet été, qui me paraît, je ne comprends pas que la France qui préside à cette COP21 ne prenne pas l'initiative de dire, au moins prenons l'engagement, dès maintenant, de passer à une taxe carbone en 2020, parce que comme vous disiez, après il est trop tard, de passer à une taxe carbone en 2020, si d'ici là, le prix du carbone ne dépasse pas d'une manière durable une trentaine d'euros. Voilà, c'est des propositions qui ne sont pas très... Alors, donc, on n'a pas beaucoup de temps par chacun pour ces premiers tours, mais je veux quand même vous poser la question, parce que vous avez quand même travaillé très longtemps dans la banque. Alors, face à cette crise écologique et crise climatique dont Geneviève a parlé tout à l'heure, alors quelle serait, avec votre expérience, quelle serait pour vous la principale mesure à prendre tout de suite alors, pour du côté de la régulation bancaire, par exemple? Alors, je dirais à propos de l'exposé de Mme Hazan que moi je suis pour une intervention très forte de l'autorité politique, parce que je ne crois pas beaucoup à l'autorégulation des banques qui vont s'interdire des financements d'énergie fossile, etc. Si on ne leur interdit pas, on continuera à le faire. Bon, enfin, moi, c'est mon sentiment. Mais, alors là, vous me laissez quand même 5 minutes. Bon.
je vous rappelle comment se fait aujourd'hui l'allocation des financements dans une banque non pas spécialisée mais de type universel. Avant 2004, quand un banquier faisait crédit dans une banque comme celle-là, il regardait la qualité des dirigeants, il regardait la stratégie d'une entreprise ou d'un projet, et il regardait les ratios financiers. Et par ailleurs, il se pliait aux obligations réglementaires, c'est-à-dire quand il faisait 100 millions de crédits, quelle que soit la contrepartie, il mettait 8 millions de fonds propres. Voilà, c'était tout simple. 2004, 26 juin 2004 exactement, révolution dans le domaine de l'allocation des financements. Et je vous en parle parce que personne n'en parle, il n'y a que les banquiers qui connaissent bien le sujet. On a décidé, le gouverneur de banque centrale, la pondération des risques. C'est-à-dire, quand vous avez une multinationale qui vient vous demander un crédit, au lieu d'inscrire 100 sur le plan réglementaire, vous mettez 12 ou 15. Quand elle est un peu moins bien notée, vous mettez 50, 60, 70. Quand c'est un hedge fund qui vient vous demander un crédit, il vous donne des garanties. C'est que ces garanties, c'est des titres qu'il a empruntés qui vous donnent en garantie. Et là, il passe devant tout le monde. Bon. Donc, on a introduit un biais dans l'allocation des ressources. Donc ça veut dire qu'on favorise certains, et puis la transition énergétique, je ne suis pas sûr qu'elle soit en très bonne position. Mais ça veut dire aussi que si on le voulait, l'autorité prudentielle, poussée par l'autorité politique, pourrait demander, imposerait une pondération plus favorable pour les projets énergétiques, sachant qu'on considère que c'est un risque, y compris pour la sphère financière. Bon. Un autre moyen d'intervenir, c'est de donner des garanties à hauteur de 30-40% des projets, parce que là, vous améliorez la rentabilité des fonds propres. Confère le hedge fund qui vous donne des garanties, etc. Si une banque ou un établissement public vous donne une garantie, ça favorise les choses. Autre moyen, parce qu'il faut voir que pour une banque, ce qui compte, c'est la rentabilité des fonds propres, mais c'est aussi le coût de la liquidité. Or, notamment sur les projets photovoltaïques, qui sont quelquefois à 15, 20 ans, 25 ans, j'en parlais hier justement avec un spécialiste, j'ai interrogé avant de venir, il dit ça peut aller jusqu'à 25 ans. Les éoliennes, c'est beaucoup plus court. Et donc là, le coût de la liquidité pour les banques, il est, j'allais dire monstrueux, mais il est très élevé. En Angleterre, encore eux, depuis 2012, alors pas pour la transition énergétique, mais pour d'autres investissements, ils ont mis en place un système pour des montants considérables, c'est plus de 100 milliards d'euros, où vous avez un accord entre l'autorité politique, enfin le Trésor anglais, et la BOE, la Banque centrale anglaise, pour bonifier les crédits qu'ils souhaitent encourager. Donc vous voyez bien que là, vous auriez un moyen, en complétant par exemple la délivrance de garanties par une BPI ou je ne sais qui, et pour des montants importants, sur les périodes très longues, complété par une bonification sur la liquidité, là vous auriez quelque chose, je pense, de tout à fait efficace. Donc voilà à peu près les oui, pistes. c'est déjà pas mal pour un premier tour. Merci beaucoup. Alors Alexandre Nolot, alors vous n'êtes pas banquier pour le coup, mais vous êtes auteur d'un rapport qui vient de paraître aujourd'hui même, dont je suis sûr que c'est de ça que vous vouliez parler. Donc je le présente tout de suite parce que je l'ai entre mes mains. Banque française quand le vert vire au noir. Donc déjà un titre à charge avec un sous-titre: l'argent du changement climatique derrière les greenwashing des banques. Et donc, j'imagine que c'est de ces rapports-là, qui tu as déjà présenté, je passe à te tutoyer, puisqu'on s'est tutoyé avant, que tu voulais nous parler. Quelles sont les... Alors, la période que j'ai vu que vous avez étudiée, c'est depuis 2009, voilà. Donc, alors, 2009 jusqu'à 2014, c'est ça? Exactement. Alors, donc, quelles sont les données que vous avez trouvées? Écoutez, déjà une rapide introduction. Donc, Alexandre Nolot de l'ONG Oxfam France. Je vais aussi parler évidemment au nom du co-signataire du rapport qui est Amélie Blatter et Lucie Pinson qui est aussi dans la salle. On a souhaité réaliser ce rapport pour deux raisons. Alors, d'une part déjà pour juger les banques sur leur contribution
au changement climatique ou leur contribution à la transition énergétique, en prenant en compte uniquement les énergies fossiles et les énergies renouvelables, et ceci notamment parce que maintenant nous sommes à 3 semaines de la COP, et donc il est important à 3 semaines de la COP de savoir, en tant que citoyen et en tant que décideur politique aussi, et en tant que banquier, quel est le niveau de contribution des banques françaises aux énergies fossiles ainsi qu'aux énergies renouvelables. Et la deuxième raison pour laquelle nous avons souhaité faire cette étude, c'est nous souhaitons savoir, derrière les beaux discours des grandes banques françaises, mais aussi les grandes banques internationales, j'y reviendrai, quelle est la réalité des financements, quelle est la réalité de leur contribution à ces deux secteurs. Je rappelle que ce rapport français repose aussi sur une étude internationale qui a notamment analysé 25 banques internationales les plus importantes au niveau mondial et qui, je le rappellerai, font évidemment la part belle aux énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables. Je ne serai pas plus long sur l'introduction, je vais venir au cœur du sujet. Donc, lorsque nous avons analysé les 25 banques internationales les plus importantes, nous avons constaté quelque chose d'alarmant. Tout simplement qu'il y avait un écart totalement abyssal entre les financements, les soutiens financiers qu'ils accordaient aux énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables. On parle aujourd'hui, sur la base de notre rapport, de 847 milliards d'euros au profit des énergies fossiles depuis 2009, c'est-à-dire depuis le dernier sommet de Copenhague. Donc on ne voit pas aujourd'hui un grand changement par rapport à cet événement, et uniquement 89 milliards d'euros au profit des énergies renouvelables. Donc c'est un écart qui se situe entre 9 et 10, c'est-à-dire que les grandes banques internationales, alors même qu'elles sont à un mois du changement climatique, sont jugées contribuer à 10 fois plus aux énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables. Je la reformule, je me suis mal exprimé. Les banques internationales financent 10 fois plus les énergies fossiles que les énergies renouvelables. Donc on s'est dit, on va jeter un petit coup d'œil au niveau des banques françaises afin de voir si nous allons avoir de meilleures nouvelles que celles-ci. Évidemment, les banques françaises ne sont pas des modèles. Lorsque je parle des banques françaises, nous parlons ici, dans ce rapport, de BNP Paribas, de Crédit Agricole, de Société Générale, du groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne, et évidemment du Crédit Mutuel CIC. Et les banques françaises, on a exactement fait le même constat, c'est-à-dire qu'elles contribuent à hauteur de 129 milliards d'euros aux énergies fossiles depuis 2009, face à uniquement 18 milliards d'euros au profit des énergies renouvelables. C'est-à-dire que, tout simplement, pour 1 euro consacré aux énergies renouvelables, 7 euros reviennent aux énergies fossiles. Donc vous voyez, aujourd'hui, à 3 semaines de la COP, le compte n'y est pas, il ne revient absolument pas à la transition énergétique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons souhaité voir s'il y avait véritablement une inflexion depuis le sommet de Copenhague. C'est-à-dire qu'entre 2009 et aujourd'hui, il y avait une évolution au moins positive au profit des énergies renouvelables. Et je vous avoue qu'on a été assez surpris. On souhaitait voir évidemment une augmentation réelle des financements au profit des énergies renouvelables, de même une baisse réelle des soutiens financiers adressés aux énergies fossiles. Et en fait, c'est business as usual, c'est-à-dire comme d'habitude, il n'y a aucune inflexion depuis 2009, il n'y a pas de variation. On voit totalement un écart au profit des énergies fossiles qui est constant depuis 2009. Les énergies renouvelables ne font qu'osciller et restent sous un plafond très faible. Donc, évidemment, il fallait distinguer parmi ces banques françaises celles qui contribuaient le plus au changement climatique. Et une belle surprise, la première banque française qui est BNP Paribas, qui est aussi le sponsor du sommet sur le climat, et évidemment aussi la première banque fossile française. Donc c'était une véritable contradiction et qui était un véritable greenwashing tout simplement. Donc on était content parce qu'on a réussi à trouver une des réponses à notre question. Est-ce que les banques continuent leur greenwashing? Écoutez, là, je pense qu'on a la preuve que c'est le cas. Elle est non seulement la première banque fossile française, mais elle est aussi la cinquième banque internationale à financer les énergies fossiles. C'est-à-dire qu'elle est dans le top 5, après 4 premières banques américaines à soutenir les énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables. Quel est l'écart de BNP Paribas entre énergie fossile et énergie renouvelable? 52 milliards d'euros au profit des énergies fossiles par rapport à 2009, uniquement 6 milliards pour les renouvelables. Donc c'est un écart qui approche les 9, tout simplement. Donc je vais essayer de finir sur une conclusion positive sur 2 points. Le premier point sur les banques, et le deuxième point sur, comme vous l'avez indiqué, le rôle de l'État.
dans cette réorientation des soutiens financiers des banques françaises, mais aussi des banques internationales, vers la transition énergétique. Le rôle des banques. Les banques peuvent prendre des engagements réels pour sortir des énergies fossiles, et notamment de l'énergie la plus polluante, le charbon, d'ici la COP. Et c'est un réel engagement qui a été pris, notamment sous la pression de la société civile, que cela soit par des campagnes menées par Amis de la Terre, par des réseaux internationaux comme BankTrack, et aussi par Oxfam France, dans le cadre d'une campagne qu'on appelle l'Appel de Paris, le Paris Pledge, c'est-à-dire cet appel notifie aux banques qu'elles doivent prendre des engagements d'ici la COP21, notamment pour sortir des énergies fossiles, et qu'il est urgent de le faire, et sortir du charbon, premièrement du charbon, excusez-moi. Ça, c'est une première chose, et nous avons déjà des résultats. Premier résultat, premier engagement notamment de Crédit Agricole, qui s'est engagé, d'une part, à ne plus soutenir tout projet de mine de charbon, et par ailleurs aussi toute entreprise associée à ce type de secteur, spécialisée dans le secteur de l'extraction du charbon. Et la deuxième chose, c'est un engagement plus limité, mais qui mérite d'être noté, c'est qu'ils se sont engagés aussi à ne plus financer les centrales électriques à charbon, mais uniquement situées dans les pays développés. Alors c'est tout petit, c'est uniquement 12% du marché mondial, donc évidemment Crédit Agricole a encore certains pas à accomplir. Donc ça c'est une première chose. Natixis, qui est la branche d'investissement de la banque BPCE, a fait aussi un premier pas. Elle a notamment pris des engagements concernant les mines de charbon, les centrales électriques de charbon et les entreprises spécialisées dans ce secteur. Donc il y a des premiers pas, la mobilisation paye, la mobilisation de la société civile paye, et donc il faut aussi essayer de finir sur notre politique. Mais évidemment, aujourd'hui, nous appelons BNP Paribas à s'engager publiquement à sortir des énergies fossiles, à commencer par le charbon, parce que évidemment c'est l'énergie la plus polluante. Donc c'est dans le cadre du Paris Pledge que nous faisons cet appel. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, cela se déroule dans le cadre de différentes actions. Alors, Oxfam France, par exemple, met en place une action d'interpellation en ligne sur le site Fair Finance France. Donc, je vous appelle, si vous souhaitez véritablement que BNP Paribas s'engage d'ici la fin de l'année dans ce sens, à venir contribuer à cet appel d'interpellation sur ce site. Mais évidemment, d'autres associations comme Amis de la Terre pointent du doigt, grâce au prix Pinocchio, la contribution de BNP Paribas et les mensonges de BNP Paribas concernant le changement climatique. Donc je vous invite véritablement à vous mobiliser sur ce sujet. Donc je finirai par ailleurs sur le rôle de l'État. Le rôle de l'État, point très rapide, je pourrais y revenir dans le cadre des questions. La loi de transition énergétique a fait une avancée, malgré ses limites sur d'autres sujets, dans le cadre de la transparence des banques, des investisseurs et des entreprises sur le changement climatique, et dans le cadre aussi de qu'est-ce qu'elles doivent faire pour stopper leur contribution au changement climatique. La première chose, c'est qu'elles demandent aux banques maintenant et aux investisseurs et aux entreprises de faire, on va dire, la part belle, une belle transparence concernant l'impact de leurs activités financières sur le changement climatique. Avant cette loi, BNP Paribas, par exemple, était uniquement obligé de témoigner de l'impact de ces petites ampoules ou du déplacement de ses commerciaux sur le changement climatique. Mais il n'y avait absolument aucune analyse faite sur, alors, quelle est la contribution de la banque, par exemple, aux activités de charbon, aux activités liées aux énergies fossiles. Ça, aujourd'hui, grâce à la LTE, il y a une avancée dans ce sens-là. Mais elle demande une deuxième chose. C'est pas uniquement faire de la transparence sur ce type de sujet, c'est aussi comment elles vont parvenir à changer de modèle, c'est-à-dire comment elles vont parvenir à indiquer que, ok, très bien, je souhaite, en tant que banque, sortir des énergies fossiles, sortir de certains secteurs plus polluants, et par ailleurs financer la transition énergétique. Mais il y a un problème, tout simplement, la loi de transition énergétique n'est pas encore mise en place. Les décrets vont être produits, c'est-à-dire tout simplement la transposition de cette loi dans la réalité, et cela va être fait dans les prochains mois. Et nous avons de gros doutes aujourd'hui sur l'ambition du gouvernement à véritablement mettre en place une loi contraignante vis-à-vis du secteur financier, pour dire tout simplement deux choses. Quel est le niveau de contribution à la transition énergétique demandé aujourd'hui au secteur financier, aux banques et aux entreprises, c'est-à-dire quel est le pourcentage, par exemple, qu'on souhaite financer en termes d'énergie renouvelable, en termes d'efficacité énergétique. Mais le deuxième point, et c'est le point le plus important, quel est leur niveau de contribution en termes de changement climatique et quelles sont les actions qu'elles doivent mettre en place pour sortir des fossiles, et à commencer par le charbon. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'État maintenant prenne ses responsabilités concernant le secteur financier
et mettre dans le cadre de la loi de transition énergétique en place un dispositif disant écoutez, les banques maintenant, vous êtes appelés à sortir du charbon d'ici 2020, il est urgent d'agir sur ce point. Merci, excellent. Jean-Louis Bancel, alors vous avez la chance parce que le Crédit Coopératif, dont vous êtes président directeur général, n'est pas dans cette étude. Un tout petit peu indirectement, j'allais en revenir donc libre à vous de partager. Voilà, comment on peut aussi l'intérieur qui a bougé les choses. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est toujours un exercice très périlleux quand on est le banquier de service dans ce genre d'affaires. Il y a un grand principe tout de même, c'est que je ne suis pas là pour dire du mal des autres. Il faut, je pense, pour faire bouger le monde dans le bon sens, essayer de positiver. Parce que je pense que ce qui est toujours très compliqué, c'est que diriger une boîte, c'est pas un coup d'interdit. Il faut avoir un cadre juridique, bien sûr un cadre général de ce que j'appellerais de code de la route, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, mais à l'intérieur, j'ai jamais très bien compris comment on pouvait dire aux gens il faut faire tourner la boutique, mais vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Enfin, à la fin de la journée, vous vous demandez très bien pourquoi vous le faites. Alors, la démarche qui est la nôtre au Crédit Coopératif sur ce sujet-là est une démarche volontaire qui a peut-être ses limites, et je suis prêt à entendre les critiques sur ce terrain-là, qui est le postulat pour que le monde change, il faut que chacun fasse bouger son monde. Si déjà on fait bouger autour de soi, bon, on peut espérer que petit à petit ça bougera. Et en fait, sur cette question-là, je peux le raconter comment on est venu à ce sujet. C'est parce que il y a déjà quelques temps, les Amis de la Terre avaient sorti leur première étude sur le sujet et youpi, deux établissements avaient été notés comme bien meilleurs que les autres, qui étaient nos amis et collègues que nous adossons de la NEF et le Crédit Coopératif. Puis quand on regardait le rapport, c'était au royaume des aveugles, les banques ne sont pas. Alors, il y a une démarche qui est la mienne, c'est, même si on dit du bien de moi, je veux même essayer de comprendre. Et le rapport des Amis de la Terre était très intéressant, et on s'est rencontrés, et on a discuté. Et je pense que le dialogue, c'est ça un élément fort dans un système démocratique, est indispensable parce qu'on a essayé de se comprendre. Parce qu'à l'époque, depuis c'est l'intérêt aussi d'échanger, je pense, entre les ONG et des organismes comme les banques, on comprend, il y a des questions de langage, etc. Ce que j'ai perçu à l'époque, c'est qu'en fait, le critère c'était qu'est-ce que tu fais au-delà de est-ce que tu mets des petites ampoules, etc. À travers ton métier de banquier. Et moi, ça m'a permis aussi de rappeler que, contrairement à ce qu'a dit notre humoriste à l'évêque au début, dans une banque, on ne donne pas son argent, on dépose son argent. C'est même un point très important, parce que c'est la base du contrat de confiance du système bancaire. Et donc, un banquier, il prête. Oui, alors, la deuxième partie de sa phrase est exacte. On dépose son argent pour se le faire prêter, enfin, ou à son voisin. Oui, la base du contrat de confiance, c'est que le premier métier du banquier, c'est de s'assurer que l'argent des déposants qu'il prête aux emprunteurs, il sera remboursé. Parce que lorsque le déposant, ce qui est son droit le plus absolu, fait toc toc toc, rends-moi mes sous, il ne peut pas lui dire ah bah oui mais t'as pas de chance. Bon. Et donc on est arrivé à cette conclusion dans l'échange. Il peut être intéressant, et on va voir comment on est arrivé, d'intégrer d'autres critères que les critères de base mais ça peut être que additif. Et ça peut pas être substitutif. Parce que moi, je vous le dis très honnêtement, si j'allais dans une banque qui m'explique que, oui, il ne finance que des projets qui facilitent le climat, la transition énergétique, mais qui s'en foutent de savoir si le client va repayer, je me barre et je n'y mets surtout pas mon fric. Donc, premier postulat, il faut être respectueux du métier basique qui est on ne prête pas l'argent de ses déposants dans n'importe quelle condition. Et à ce moment-là, donc on s'est dit, mais c'est peut-être une démarche intéressante, et ça a correspondu à une époque où s'est créé en France Enercop, je ne sais pas si vous connaissez, qui est donc une coopérative
qui essayait de faire bouger les choses. Et je me rappelle, j'avais reçu les fondateurs d'Enercop, dont nous sommes sociétaires, c'est une coopérative, etc. Et je me rappelle, au tout début, j'ai reçu ces gens, ils me disaient, si vous venez chez nous, si vous mettez du capital, machin, vous allez voir arriver dans votre prise électrique de l'électricité, autre chose que de la mauvaise électricité. Alors, ils ont fait un peu d'études de physique, etc. Au début, je ne comprenais pas, je me disais, qu'est-ce qu'ils me racontent, c'est fou là. Les électrons, comment je peux savoir si les électrons qui arrivent dans ma prise électrique. Bon. Et en fait, on a discuté là aussi, et j'ai compris qu'en fait, ils essayaient d'appliquer au secteur de la production d'électricité deux choses. La traçabilité, et la traçabilité conceptuelle, hein, on n'est pas vraiment conceptuel, par de la création additive d'énergie renouvelable. Et c'est là qu'on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et en fait, c'est comme ça que la combinaison d'une rencontre avec Enercop et avec les Amis de la Terre nous a amené dans la démarche qui est celle aujourd'hui du crédit coopératif, qui est celle de la traçabilité, qui est de dire, mais il faut que ce soit nous, bien sûr, mais pas que nous, c'est que ce soit nos sociétaires, clients, déposants, qui disent qu'est-ce qu'ils veulent que l'on fasse de leur argent. Et donc c'est arrivé jusqu'à la forme que la dernière que je peux livrer, c'est nous avons travaillé, nous avons été sollicités par la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Pas-de-Calais, qui pour revitaliser son territoire, s'est associé à Jeremy Rifkin pour faire une troisième révolution industrielle du Nord-Pas-de-Calais. Et on a créé pour eux le livret troisième révolution industrielle. Et donc c'est une idée toute simple, de traçabilité, mais comme on peut le faire pour la viande, pour je ne sais quoi, c'est les gens déposent leur argent dans les comptes du crédit coopératif dans un livret, et cet argent sera prêté sur des projets qualifiés par la Chambre de commerce de troisième révolution industrielle. Et donc, je pense qu'on est là dans une démarche pédagogique, démocratique. Alors certes, ça passe par une banque, parce qu'après, pour des tas de raisons, alors ça ne rend pas sans intérêt, au contraire, mais là aussi je suis d'autant plus à l'aise que je pense être un des pionniers sur le sujet de la finance participative en France. C'était rappelé là, par le directeur de SCP Europe, il y a eu l'année dernière, il y a eu la première fête du crowdfunding, le crédit coopératif, qui n'a pas les moyens d'aller au Bourget, je peux vous le dire, j'ai essayé de voir, vraiment, c'est hors de prix pour moi. En revanche, j'étais là pour la première fête de la finance participative, j'étais pas là pour la deuxième, etc. Oui, il y a des espaces, mais, et je vais faire ce dernier volet, et c'est pour faire une transition aussi avec Financial Watch, il y a un lien dans le tout. Et ce que vous avez dit, Madame Azam, est très important, mais je veux le prolonger. C'est-à-dire que, oui, les choses sont liées entre elles. Je pense qu'aujourd'hui, la mauvaise gouvernance de régulation bancaire, je pense qu'un de ces jours, il faudrait que les universitaires comme vous nous emmènent à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne régulation. En partant peut-être des contre-exemples, bien sûr. Aujourd'hui, et on l'a vu sur l'aspect du marché carbone, mais c'est la même chose aujourd'hui sur le secteur de la finance, cette course-poursuite à toujours plus de capital dans les banques conduit à des effets pervers, y compris pour le climat. Alors, je veux pas, mais ça c'est le fonds de commerce de Financial Watch, donc je ne voudrais pas piquer le fonds de commerce de Financial Watch, mais il est important que des universitaires rappellent que le postulat « la banque est une activité capitalistique » est loin d'être une évidence. C'est même faux grandement, enfin, à quelques nuances près. Tout ce que l'on impose aux banques, pour des tas de raisons politiquement entendables, conduit à ce que de moins en moins d'argent soit localisé globalement dans l'économie, dans les secteurs à haute intensité capitalistique. Et parmi les secteurs à haute intensité capitalistique, il y a le secteur des énergies renouvelables. Et donc, vous voyez bien l'effet éviction que comporte le comportement de régulation, qui consiste à dire toujours plus d'exigences en capital. Ce qu'a dit M. Nolot, en particulier sur le coût de Bonneto des RWA, pour parler le jargon des banquiers, c'est-à-dire des modes de calcul. Ma banque, qui est très engagée dans le monde de l'économie réelle, voit combien ça pèse énormément parce que ça limite notre capacité d'action. Et donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, et ça revient aussi, c'est pour boucler un peu le coup,
sur la problématique marché carbone, taxe carbone, etc. Je voudrais l'illustrer. Je pense qu'il faut avoir le courage, quand on est l'État, enfin la puissance publique, c'est pas forcément l'État, la puissance publique, de taxer ce qui doit être taxé. Le sujet sur lequel on bute, c'est à la fin, où est affectée cette ressource? À quoi sert-elle? Et je voudrais donner un exemple. Dans le monde financier, c'est la problématique de la taxe sur les transactions financières. Aujourd'hui, bon, c'est un sujet en grand débat. Nous, au Crédit Coopératif, on a décidé de s'auto-taxer sur nos activités de change faites avec nos clients. Je ne parle pas d'opérations de compte propre, etc. Nous avons décidé que cet auto-prélèvement, c'est-à-dire qu'en fait on a décidé de diminuer notre marge de bénéfice, disons, et on l'affecte à des projets pour le développement, puisque la taxe Tobin, entre guillemets, doit être ça. Et donc, le sujet, bon, on a eu quelques échanges avec mes collègues là, sur le débat, je pense que vous avez vu récemment le bouquin de chez Zebel sur les blabla à banque, là, etc. Je veux dire, on a aujourd'hui un problème. C'est-à-dire que je suis content d'être là, en même temps, je suis gêné que globalement, le sentiment, l'humorisme dit, la ligne des banquiers, on la connaît, c'est contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Moi, mon sujet, c'est de dire à mes collègues, mais attendez, c'est la même chose pour le climat. C'est un besoin, c'est une nécessité parfois, etc. Positivement. Qu'est-ce qui est intéressant dans notre métier? C'est d'optimiser des contraintes. C'est d'optimiser des contraintes. Alors bien sûr, on peut dire, oh ben, je vivrais mieux si j'avais 0 contrainte. Ah ben oui, s'il fallait pas se lever le matin, enfin bon, voilà. Mais il y a un moment où il faut faire bouger le cas. Mais la vraie, ce matin j'avais mon conseil d'administration, on avait ces débats. Le vrai sujet, c'est comment j'optimise les contraintes. Et je suis d'un tempérament optimiste, et je pense qu'après on tombe bien sur ce que j'appelle moi le modèle coopératif, décentralisé, etc. Il est évident que quand vous êtes poussé par, disons, la société civile, etc., le sujet, c'est pas d'être en réactif, c'est forcément d'être contributif. Donc voilà, ça aborde beaucoup de sujets, mais c'était aussi une manière, parce que comme c'était animé, enfin, lancé par Financial, de montrer que les choses sont liées entre elles. Les choses ne sont pas dissociables. On est dans un monde fini, dans un monde qui a des effets de transfert, etc. Il y a des liens, mais il faut les mettre en évidence, et c'est le but, et c'est pour ça que je participe aussi à ces échanges, à ces travaux. Il y en a par-dessus la tête des évidences et des yaka faucons. Il faut au moins se servir de son cerveau et de se dire, mais est-ce que ce qu'on me raconte, c'est si vrai que ça? Merci. Sur les coopératives bancaires, parce que c'est un sujet dont nous avons parlé tout à l'heure avec les membres de Finance Watch, mais Benoît m'indique qu'il faut maintenant ouvrir le débat, parce que nous avons à peine 10 minutes pour, si nous voulons tenir le temps. Alors là, il y a déjà un monsieur qui demande... Alors, est-ce qu'on peut prendre 2-3 questions et ensuite les regrouper? Alors, 1, 2, 3, je dois, et pour l'instant, je clôt la... Malheureusement... Vous avez été trop long, mais j'aurais dû vous couper, c'est la parole. Bonsoir. Allez-y. Juste une petite question un peu naïve, mais je pense que je ne suis pas le seul à me la poser. C'est de se dire, surtout pour revenir sur ce que vous expliquiez, monsieur Nolot, au départ, Jean-Michel Nolot, c'est sur les taxes carbone, les marchés carbone. Au fond, d'un point de vue du citoyen de base, même si je suis un peu au courant de tout ça, que je dis tout ça, on pourrait se dire pourquoi refaire une usine à gaz d'un marché financier de quelque chose, alors que s'il y avait peut-être une régulation, je comprends bien que c'est pour rediriger et trouver des financements pour la transition, on est d'accord. Mais finalement, est-ce que, comme disait Madame Azam, s'il y avait plus, ou que vous disiez un peu tout, s'il y avait plus de régulation par l'État, et comme disait aussi le monsieur au départ sur le gamin de 2 ans, de 8 ans, qui comprend que il n'a pas droit au sucre, il n'a pas droit au sucre, au fond, plutôt que de refaire un marché financier, où est-ce que le système financier ne va pas encore réinventer et être très inventif pour détonner tout ça, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire d'autres choses que ça, et aller directement sur voilà, la régulation, sans passer par ce processus-là? Je ne sais pas, voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on peut prendre tout de suite la deuxième question qui était là? Monsieur qui... Pour le net, voilà. Merci. Alors, c'est juste une petite remarque. Je travaille à la Nef, qui a été citée par Jean-Louis Bansal. Donc, on est partenaire depuis un peu plus de 15 ans, déjà.
j'ai appelé 25 ans pour l'adossement et 15 ans pour des produits en partenariat. Je voulais juste réagir à la petite phrase au pays des aveugles, les borgnes sont rois. À la nef, on essaye d'avoir les deux yeux ouverts. Depuis la création en 1988 de la nef, nous publions chaque année la liste de l'intégralité de nos prêts. Donc sur la transparence, j'entends que c'est une démarche avec Jeremy Rifkin, avec Enercop. Je me demande si l'idée ne viendrait pas aussi un petit peu de la nef. Sur le côté, donc c'est aussi une preuve, la nef est petit, mais Triodos, qui est une banque européenne, le fait à une échelle avec plusieurs milliards d'euros. C'est vrai que la nef, on est un peu plus petit, mais on peut le faire aussi. C'est faisable à grande échelle pour toutes les banques, Crédit Coopératif ou BNP. Et le deuxième point, où je suis en désaccord aussi avec M. Bancel, c'est sur le fait que les banques qui financeraient que des projets respectueux de l'environnement, par exemple, ça ne serait pas rentable, parce qu'il faut rendre l'argent aux déposants, vous avez dit. Il y a un risque. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être mal compris. À la nef, nous ne finançons que des projets respectueux de l'homme et de l'environnement, et nous avons un taux du risque qui est publié dans notre rapport annuel extrêmement bas. Je ne sais pas par rapport au Crédit Coopératif, mais en tout cas, il est très correct. Merci pour cette témoignage. Mathilde. Bonsoir, merci. J'avais justement une dernière question pour vous, Monsieur Bancel, puisque vous n'avez pas parlé d'engagement de votre banque sur la question posée par Oxfam et les Amis de la Terre. Est-ce que vous avez pris un engagement? Est-ce que vous envisagez de le faire? Est-ce que c'est possible? Alors, est-ce que j'ai vu encore une personne, Grégoire, vas-y, pose ta question et ensuite on va... Oui, Grégoire du Secours catholique Caritas France. On parle d'expériences positives, etc., et de réorientation des flux financiers, mais on sait que beaucoup des banques, je ne parle pas du Crédit Coopératif ou de la nef, évidemment, puisque vous êtes là. Non, mais on sait qu'il y a une propension des acteurs financiers à aller sur des activités de marché qui sont beaucoup plus lucratives, et on est dans un système où le profit de court terme et les marges à deux chiffres, etc., sont la règle. Donc tant qu'on a un système comme ça, c'est possible de réorienter quand même des flux vers des activités qui n'ont pas des rentabilités à très court terme sur des chiffres, à moins de deux chiffres. Et est-ce qu'on ne doit pas passer par des systèmes d'interdiction de certaines activités, comme Monsieur Nolot, vous le dites dans votre livre aussi, ce genre de choses. Plusieurs questions sur le benchmark et la contrainte qu'il représente. Alors, qui veut commencer? Parce qu'il y avait plusieurs sujets. Dans le même ordre? Allez-y. Bien, la première et la dernière question tournaient autour de la régulation et de l'utilité du marché de carbone, etc. Sur le marché de carbone, j'espère avoir été clair, si vous voulez. Moi, je pense que c'est vraiment lié à toute cette période des 20 dernières années. N'oubliez pas que dans les années 90, une période où l'administration Clinton se battait contre l'encadrement des produits dérivés, contre l'encadrement des hedge funds, où on a autorisé les banques à venir sur les marchés de matières premières à partir de 92 à l'initiative de Goldman Sachs, alors que c'était interdit depuis la crise de 29, etc. C'est une vraie période de folie et qui se... j'ose même pas dire qu'il se termine, mais ce que j'ai dit sur la pondération des risques, pour moi, c'est un papier que j'avais fait dans Le Monde, d'ailleurs. Je commençais, parce que j'essaye de faire un peu de pédagogie autour de ça, de dire que c'est deux grandes cathédrales conçues à peu près à la même période, le marché du carbone et ce système de la pondération des risques que j'appelle la boîte noire. D'ailleurs, actuellement, les multinationales, je peux vous garantir, dans les banques, n'ont aucune difficulté à trouver des financements. Les marges sur ces crédits sont exactement même inférieures à ceux qui existaient au printemps 2007. Voilà. Moi, j'ai parfaitement en mémoire les marges de l'époque. J'ai sondé mes amis banquiers ces jours-ci et on est en dessous. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Le problème, il est ailleurs. Alors, si vous voulez, moi je crois que le problème de fond derrière tout ça, qu'il s'agisse du marché du carbone, de la régulation de la finance, c'est l'absence de l'autorité politique.
C'est-à-dire que c'est même pas le problème du régulateur de marché ou du régulateur prudentiel. Parce que, bien sûr, que ce régulateur peut être défaillant comme il l'a été avant la crise de 2007-2008. Mais c'est l'autorité politique qui est comptable vis-à-vis des citoyens de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Donc aujourd'hui, on sait très bien, Christophe Nijdam cite souvent ces chiffres sur les produits dérivés, mais effectivement, les banques aujourd'hui, elles préfèrent de beaucoup travailler sur des dérivés parce que c'est là qu'on gagne de l'argent. Surtout quand on est imaginatif, les encours de dérivés pour les 4 grandes banques françaises, c'est 40 fois le PIB. Alors moi je ne veux pas là aussi taper, n'est-ce pas, sur des confrères maintenant, mais on n'a rien changé de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, plus finalement je prends de recul par rapport à mon métier, mais ça fait quand même 20 ans que je pense, depuis 95, mais plus je me rends compte que le responsable politique est très coupable de ne pas s'intéresser à ces sujets. Et ce ne sont pas des sujets compliqués. Moi, je vais vous donner une illustration dont on a souvent parlé avec Christophe. Il se trouve que je connais bien l'ancien commissaire au marché financier, Barnier, qui est un ancien de l'école d'ailleurs. Donc, je le sais. De l'ESCP. Voilà, donc de l'ESCP. Et donc, il s'est battu courageusement, là, je pense, pendant 5 ans. Mais bon, sa dernière réforme sur les structures bancaires est en train de tomber à l'eau. Et donc, voilà, moi j'estime effectivement dans mon bouquin qu'on a fait à peu près le tiers du parcours par rapport aux engagements qu'on avait pris à cette époque-là. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pourrais être très très long là-dessus, mais à la fin de la journée et lors de la prochaine crise, je pense que cette fois-ci, on devra demander des comptes à l'autorité politique. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Alexandre, est-ce que tu veux intervenir? Il n'y avait pas de questions précises à mon compte, mais je vais quand même répondre. Rapidement alors, s'il te plaît, puisque... Non, je voulais revenir sur l'intervention de M. Bancel sur un point qui était de dire on ne régule pas à coup d'interdit. On pense bien que si, parfois on peut réguler à coup d'interdit, et que la loi de transition énergétique n'est pas que cela, c'est-à-dire qu'elle est aussi dans un rôle d'incitation. C'est-à-dire que sur la partie du secteur financier, elle est là pour dire, notamment, et je pense que certains intervenants dans les prochaines heures pourront en parler mieux que moi, elle est là aussi pour dire au secteur financier, nous vous incitons à considérer le risque que vous prenez, vous, en tant que banque et en tant qu'investisseur, concernant le changement climatique, à investir par exemple dans le pétrole, dans le gaz, dans le charbon, ce que n'est pas risqué pour une banque de le faire. Donc ça c'est une première chose. Mais oui, par contre, c'est pour nous une limite en tant qu'ONG que nous pointons dans le cadre de la loi de transition énergétique. Il va falloir un jour que l'État dise non, cette énergie, cette source de pollution, vous n'allez pas la financer parce que ça va nous emmener vers une trajectoire supérieure à 2 degrés. Et aujourd'hui, c'est absolument le contraire qu'il nous faut. Voilà. Merci alors. Deux précisions d'expression, puisque, je n'ai pas dit que c'était pas régulé à coup d'intérêt. Non, le principe même de la régulation, c'est t'as le droit, t'as pas le droit. Non, on ne peut pas. Je pense qu'on fait mieux bouger le monde. Attendez, je reviens sur voilà. C'est qu'est-ce qui fait bouger? Et c'est comme pour l'éducation des enfants. À la fois, il faut des interdits, ça, t'as pas le droit, etc. Mais qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? C'est pas simplement que je n'ai que des interdits. Sinon, bon, donc, mon expression, c'est bien pour faire bouger le monde. Il faut faire des choses qui soient positives. Alors, à son petit échelle, mais voilà. Deuxième point, par rapport à ce que j'ai pu mal exprimer, il ne s'agissait pas de dire que quand j'ai dit la rencontre avec les amis de la TSA, j'ai jamais dit que les projets qui étaient, disons, bons pour la planète, etc., étaient des mauvais projets financiers. J'ai dit que ça ne pouvait pas être substitutif. Il faut que ce soit additif. Et il faut continuer à rester impérativement avec un premier degré et un premier niveau d'analyse bancaire et pas financière basique. C'est est-ce que, toute chose égale par ailleurs, raisonnablement, ce projet-là,
quoi que ce soit, hein, je veux dire que ce soit une coopérative agricole, que ce soit une association, il a des chances raisonnables de me rembourser l'argent des déposants. Et c'est là où après on a rajouté des critères atypiques. Alors, pourquoi on n'a pas besoin de prendre l'engagement d'aujourd'hui? Ça fait longtemps que nous avons intégré dans notre politique de crédit, des éléments positifs sur où nous pensons que nos crédits doivent être orientés. Alors, premièrement, par la traçabilité, parce que, c'est le déposant qui dit, ben moi, alors c'est très intéressant, parce que ça renvoie à un débat, je suis un grand défenseur de la démocratie, etc., mais on a défini le livret Agir, où on a trois univers de placement. Pour la terre, pour une économie différente et en faveur du secteur associatif. Et 50% des gens qui ouvrent un livret vert nous disent « je ne veux pas choisir ». Je ne veux pas choisir. Et ça, c'est même un sujet d'interpellation. Ça renvoie à beaucoup de travail de pédagogie. Parce que quand on a sorti le livret TRI, bon, c'est un livret qui est comme un livret B, disons, c'est un livret fiscalisé et qui sert à un niveau de taux d'intérêt inférieur au livret A. Tout le monde nous a dit, mais vous êtes dingo, personne ne voudra. Parce que le premier réflexe, c'est que le citoyen, le consommateur de base, il veut tout. Il veut la sécurité équivalente au livret A, il veut un rendement magnifique parce qu'il ne gagne plus beaucoup d'argent, le pouvoir d'achat, le ceci, le cela, et puis bien sûr il faut que ça fasse du bien pour la terre. Mais quand on lui dit, dans une vision démocratique, c'est toi qui dois dire ce que ça doit faire de bien, oh là là, c'est très compliqué, ah ben non, toi le banquier, t'as qu'à le faire. Bon, donc ça renvoie à ce point-là, donc d'où il y a cette dimension de traçabilité, et puis des politiques de dire dans quel sens on va orienter lorsqu'on est libre, hein, je veux dire, lorsqu'on le fait. Donc, moi, je peux la signer aujourd'hui sur l'engagement. Mais il y a longtemps que je suis déjà là-dedans. Donc, oui, c'est comme, je peux le redire, le répéter. Donc, moi, je n'ai aucune difficulté. Ah oui, 0 paradis fiscaux. Attendez, alors là, je peux... donc, voilà. Donc, ça, c'est... On va pas éplucher le bilan ce soir. Dire que vous ne travaillez pas en Europe. Ah, ben après, il y a des grands débats sur qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal. C'est un drame de devoir. Non, et ce qui est le plus important, on a eu ces débats dans nos assemblées citoyennes. Moi, je me bats pour que les gens puissent me poser des questions, puissent me contester. Je suis la seule banque coopérative où, en France, depuis 2 ans, les gens votent sur le salaire du président et du directeur général. Ils ne sont pas d'accord, c'est trop cher, mais au moins, ils peuvent s'exprimer. Et je pense que c'est ça le sujet aussi sur la régulation. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de travail, de pédagogie, d'explication. Il faut mouiller la chemise. Hein. Moi, vous savez, je crois qu'il faut passer son temps pour expliquer. Et parfois, la vraie difficulté pour chacun pris individuellement, c'est d'être face au dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je choisis ça, Et ça, je peux vous assurer que dans mon conseil d'administration, il y a des grands débats. Parce que le déposant, il veut toujours plus de rémunération, et l'emprunteur, il veut toujours moins de prêts. Donc, toujours des taux moins chers. Donc, voilà, il faut accepter la convergence des intérêts et la mise sous tension. Il ne faut pas croire que ces sujets-là sont des sujets de bisounours. Merci à vous trois. C'est toujours triste d'arrêter un débat. Là oui, là voilà. Alors voilà, justement, on a un programme très chargé. Donc grand merci à vous trois. Merci.